Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la mer Baltique. Voici le pétrolier Eventin dérivant au large de l'Allemagne en janvier 2025 sous pavillon du Panama, transportant près de 100 000 tonnes de pétrole, mais en panne de moteur, faisant craindre aux autorités des pays riverains un risque de marée noire. Le cargo voulait rejoindre Port Saïd en Égypte et ferait partie de cette flotte de vieux pétroliers russes qui permettent à Moscou de contourner les sanctions. L'occasion pour nous d'essayer de comprendre quel tort ces sanctions liées à l'invasion russe de l'Ukraine ont fait à la Russie de Poutine, comment ce dernier a trouvé des moyens de les contourner, de nouveaux partenaires commerciaux. Bref, on a voulu poser la question, l'économie russe est-elle résiliente ou déclinante? Sortons nos cartes. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle en février 2022, plusieurs vagues de sanctions ont été imposées par l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres pays alliés pour affaiblir la machine de guerre russe et isoler Moscou sur la scène internationale. Un front jusqu'à présent uni, même si à sa prise de fonction, Donald Trump semblait se rapprocher des positions russes. Parmi les mesures de rétorsion contre l'économie russe, l'Union européenne a ainsi décidé plusieurs embargos. Embargo sur le charbon et le pétrole russe, embargo sur l'or, fermeture de l'espace aérien européen aux avions russes, fermeture des routes et des ports, interdiction pour les 27 d'exporter des technologies de pointe, des produits de luxe ou des armes vers Moscou. Des sanctions économiques qui devaient asphyxier la Russie. Et pourtant, en 2024, le Kremlin revendique une croissance de 4,1% du PIB russe. Une performance qui est attribuée au principal moteur de l'économie, l'effort de guerre. La Russie bat ainsi ses propres records de dépenses militaires. En 2025, près de 40% du budget fédéral est consacré à la défense et à la sécurité nationale, soit presque 10% du PIB. Moscou prévoit de recruter 350 000 militaires supplémentaires pour atteindre un total de 1,5 million de soldats et d'officiers. Alors que 15% de la population russe vit sous le seuil de pauvreté, notamment dans les provinces éloignées de Moscou, et que le salaire moyen est de 75 000 roubles, environ 820 euros, le gouvernement russe propose aux soldats un salaire minimum de 210 000 roubles, soit un peu plus de 2 300 euros. Tout cela a un coût pour l'État qui ne cesse d'augmenter les impôts pour les particuliers comme pour les entreprises. Si la Russie réussit à doper sa croissance grâce à son industrie de la défense, sa résilience économique s'explique aussi par sa capacité à contourner les sanctions occidentales. Voyons comment. Moscou a réussi à maintenir l'épine dorsale de son économie, les exportations d'hydrocarbures. La Russie reste l'un des 3 principaux producteurs de pétrole au monde, avec l'Arabie saoudite et les États-Unis. Elle est le second producteur de gaz derrière les États-Unis, possède les 5e réserves de charbon. En 2021, avant la guerre en Ukraine, les hydrocarbures représentaient jusqu'à 45% du budget russe et plus de 60% des exportations du pays. Aujourd'hui, si les pays de l'Union européenne ont baissé leurs importations de gaz russe, ils restent toujours pour certains d'entre eux en partie dépendants de la Russie. Et cela pour plusieurs raisons. D'une part, parce que des pays comme la Hongrie et la Slovaquie sont toujours liés à la Russie par des contrats à long terme. D'autre part, car les 27 en importent encore via le gazoduc Turk Stream ou sous forme de gaz naturel liquéfié via leurs nombreux terminaux. En revanche, les Européens ont arrêté d'acheter du charbon russe et ils ont drastiquement réduit leurs importations de pétrole russe. En août 2023, l'UE n'achetait plus que 1,7 million de tonnes de pétrole à la Russie, alors qu'elle en importait près de 10 fois plus en août 2021, soit 14,9 millions. Si le vaste marché européen s'est progressivement fermé, la Russie a réussi à trouver de nouveaux débouchés énergétiques de remplacement. Direction l'Asie. La Chine et l'Inde sont devenus les principaux clients de Moscou. En 2023, 58% des exportations de pétrole russe ont été dirigées vers les 2 géants asiatiques. Pour continuer à exporter librement son pétrole, la Russie a également réussi à contourner les sanctions grâce à sa flotte, on l'a vu, de bateaux fantômes. Alors de quoi s'agit-il ? En 2022, les pays du G7, l'Union européenne et l'Australie interdisent le transport du pétrole russe s'il est vendu à plus de $60 le baril afin d'assécher les revenus de Moscou.
Mais grâce à des sociétés écrans, la Russie achète de vieux tankers et les fait naviguer sous un pavillon de complaisance afin d'échapper au plafonnement du prix du baril. Cette flotte parallèle, véritable menace pour la sécurité maritime et l'environnement, serait constituée d'environ 600 pétroliers russes. Moscou a également su jouer des sanctions économiques pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, comme on va le voir maintenant. Sans surprise, la Chine est devenue le premier partenaire économique de la Russie. Le commerce entre les deux pays a ainsi progressé de 1,9% en 2024 pour atteindre près de 245 milliards de dollars, un niveau jamais atteint. La présence chinoise en Russie est désormais écrasante dans des secteurs comme l'automobile ou la téléphonie mobile. Moscou a également pu compter sur un réseau de pays intermédiaires, devenus de véritables plaques tournantes, comme les pays voisins d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizstan par exemple, mais aussi d'autres pays comme la Géorgie, l'Arménie, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis, qui abreuvent la Russie de produits européens en contournant les sanctions. En 2022, le Kremlin a officiellement légalisé ces importations parallèles. Prenons l'exemple du commerce entre la Russie et l'Arménie. Il a augmenté de près de 92% entre 2021 et 2022. Produits chimiques ou électroniques, les entreprises russes ont trouvé un chemin détourné pour s'approvisionner auprès de leurs anciens fournisseurs européens. On l'aura compris, après 3 ans de guerre en Ukraine et un régime strict de sanctions, l'économie russe ne s'est donc pas effondrée. Sauf que derrière cette apparente résilience, Moscou fait face à des signes de ralentissement de la croissance pour 2025 et au-delà, son économie chauffée à blanc par la guerre accumule des difficultés. C'est ce qu'on va voir maintenant. La Russie de Poutine est confrontée à une spirale inflationniste. En 2024, la hausse des prix était officiellement de 10%, plus du double des objectifs du Kremlin. Mais le ressenti de la population est encore différent, entre 10 et 20% d'inflation. Ainsi, le prix du beurre a augmenté de 36%, celui des pommes de terre de 92%. Cette montée des prix est en partie alimentée par des salaires en hausse, conséquence directe des pénuries de main-d'œuvre, notamment chez les plus qualifiés. Les entreprises sont en effet obligées de proposer des rémunérations attractives pour pouvoir espérer continuer de recruter. En Russie, la pénurie de salariés est estimée à près de 5 millions de personnes, ce qui peut constituer un frein à la croissance à long terme. Pour enrayer cette inflation galopante, la Banque centrale a augmenté son taux directeur à 21%, du jamais vu. Des prêts bancaires au coût exorbitant qui découragent les entreprises d'investir et risquent de provoquer des faillites en cascade. Le pays souffre également du manque d'investissement dans les infrastructures, ponts, routes, services publics de plus en plus vieillissants. Ainsi, la société de chemin de fer russe a prévu de réduire d'un tiers son programme d'investissement en 2025. Autre handicap que cumule l'économie russe, sa dépendance de plus en plus forte à la Chine. Malgré l'amitié politique affichée entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, sur le plan économique, Pékin fait le strict minimum. Ses investissements en Russie restent faibles et le marché chinois ne s'ouvre qu'à la marge aux entreprises russes. Preuve de cet ascendant chinois sur Moscou, le projet pharaonique de gazoduc que tente de mener à bien Vladimir Poutine. Long de 6700 km, Force de Sibérie 2, c'est son nom, doit relier la Sibérie au nord de la Chine, mais la construction du pipeline est au point mort, Pékin exigeant de son allié russe des tarifs de gaz au plus bas. Obligée de s'affranchir du dollar en raison des sanctions occidentales, la Russie utilise également de plus en plus le yuan chinois pour régler ses échanges commerciaux avec la Chine, mais pas seulement. La Russie tente également de développer ses propres mécanismes financiers en marge des systèmes internationaux. Une opportunité saisie par Vladimir Poutine dans sa volonté de structurer un nouvel ordre mondial et de continuer à peser sur la scène internationale. Voyons comment. Pour riposter à l'exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT, le réseau de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde, Moscou a mis en place un système équivalent appelé SPFS. Les systèmes Visa et Mastercard ont quant à eux été remplacés par les cartes MIR. Ce système financier autonome indépendant est susceptible d'intéresser d'autres pays, les pays du BRICS+.
Objectif de ce groupe d'États comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine, renforcer leur influence économique face aux grandes puissances occidentales, tout en cherchant à diminuer la domination du dollar dans les échanges internationaux. Ainsi, 90% des échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie sont désormais effectués en monnaie locale, en roubles et en roupies. Voilà pour ce tour d'horizon de l'économie russe qui s'est réorganisée, on l'aura compris, au fil des mois de guerre contre l'Ukraine et qui se montre résiliente sur certains aspects. Récemment, pourtant, le média d'investigation russophone The Insider révélait que ce sont les classes moyennes et populaires russes qui en subissent le plus les conséquences, notamment avec la hausse des prix sur les produits courants, on l'a vu, mais aussi parce que le marché de l'emploi s'est complexifié, avec d'un côté, on l'a dit, des employeurs qui peinent à recruter en raison de la fuite des cerveaux, mais en parallèle, il y a le départ de nombreuses entreprises étrangères et l'économie de guerre qui font que certains secteurs ne recrutent plus ou bien moins qu'avant. Pour aller plus loin, cet ouvrage publié par le service cartographie du journal Le Monde, sous la direction de Delphine Papin, Atlas géopolitique de la Russie. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, arte.tv pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.